Les dirigeants du monde entier ont salué l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui doit entrer en vigueur dimanche. Bruxelles envisage une levée des sanctions contre la Syrie, des mesures qui asphyxient l'économie du pays selon les nouveaux maîtres de Damas. Mark Rutte appelle l'OTAN à se préparer à la guerre et à faire face à ses ennemis qui tentent d'affaiblir la démocratie et la liberté. Plusieurs personnes ont été agressées mercredi à Tbilissi alors qu'elles participaient à une grève de 3 heures, à l'appel des opposants au parti Rêve géorgien au pouvoir. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été annoncé mercredi soir par les États-Unis et le Qatar. La première phase de l'accord prévoit 42 jours de paix, l'échange de 33 otages détenus par le Hamas contre des prisonniers palestiniens et le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. Well, we've had many difficult days since Hamas began its terrible war. We've encountered roadblocks and setbacks. We've not given up. And now, after more than 400 days of struggle, a day of success has arrived. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a récemment annoncé sa démission, estime que cet accord est une étape importante vers une paix durable. Canada stands ready to do whatever it can to ensure the success of this agreement. But more than that, this ceasefire gives us hope. Hope that we can now focus our attention on a true, lasting political solution to this conflict. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, se dit quant à lui soulagé pour les otages et pour la population de Gaza, après 15 mois de combats qui ont fait des dizaines de milliers de morts. I welcome, particularly for those hostage families, that this deal has finally been broken, and for the agony and horrors of war, and the Palestinian people in Gaza. Finally, this horror has come to an end. Antonio Guterres a également salué l'annonce de l'accord. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé de nouveau en faveur de la solution à 2 États. La seule manière, selon lui, de parvenir à une paix durable entre Israël et les territoires palestiniens. Ending the occupation and achieving a negotiated two-state solution with Israel and Palestine living side by side in peace and security, in line with international law, relevant UN resolutions and previous agreements, remain an urgent priority. Only through a viable two-state solution can the aspirations of both peoples be fulfilled. La trêve doit entrer en vigueur dimanche, même si Israël accuse le Hamas de revenir sur certaines parties de l'accord. Les 3 étapes de celui-ci prévoient la libération des otages détenus à Gaza, contre près de 1000 prisonniers palestiniens, ainsi qu'un retrait total des troupes israéliennes de Gaza. Plus d'un mois après la chute de Bachar al-Assad et alors que le nouveau pouvoir à Damas plaide pour une levée des sanctions internationales, Bruxelles se préparait à franchir cette étape. Selon des documents consultés par Euronews, l'exécutif européen envisage de mettre fin à des restrictions dans les domaines des transports, des exportations de pétrole et de gaz et les activités financières et bancaires. Les États-Unis et l'Union européenne avaient imposé des sanctions au régime de Bachar al-Assad après la répression des manifestations de 2011 qui ont conduit à une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et de déplacés. Pourtant, malgré ce vent nouveau qui souffle sur la Syrie, les pays occidentaux disent attendre des garanties de la part des nouveaux maîtres de Damas. Ahmed al-Shara, qui est à la tête du pays, est un ancien d'une organisation affiliée à Al-Qaïda. Son groupe HTC figure toujours sur la liste des organisations terroristes de plusieurs pays. Washington a tout de même, il y a quelques jours, accordé une exemption de sanctions envers les institutions gouvernementales syriennes pour une durée de 6 mois. La levée des sanctions devrait être discutée au niveau européen à la fin du mois par les ministres des Affaires étrangères des 27. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mark Rutte reprend à son compte le vieil adage que les armées affectionnent tant. Le secrétaire général de l'OTAN appelle l'Alliance à se préparer à la guerre et à faire face à ses ennemis qui tentent d'affaiblir la démocratie. To prevent war, we need to prepare for it. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger by spending more on defense, producing more and better defense capabilities. Russia is hard at work to try to weaken our democracies and chip away at our freedom. And it is not alone.
It has China, North Korea and Iran by its side. Mark Rutte s'exprimait à l'ouverture d'une session du comité militaire de l'OTAN à Bruxelles en présence de 20 ministres de la défense des pays de l'Alliance Atlantique. Le prochain sommet de l'OTAN se tiendra dans 6 mois à La Haye. Rina Reznik est ukrainienne, elle est infirmière et aujourd'hui la jeune femme ne se souvient plus de sa vie d'avant février 2022. Avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Rina Reznik étudiait la biologie à Kharkiv. Depuis 3 ans, la jeune femme soigne des soldats sur la ligne de front. The amount of casualties now is enormous. You simply cannot remember the faces of people you was working on till the day. Sometimes it could be like 100 of them in a day, and a lot of them have really huge wounds, really a lot of fractures, and you can not save everyone. You can not use a lot of resources because every minute another portion of casualties could come, and the most scary word in Ukrainian military doctor vocabulary is triage. It's things that you must choose who you will be saving now and who will wait. L'évacuation des blessés est toujours périlleuse sur la ligne de front. Rina Reznik raconte que tous les convois d'évacuation qui partent de la ligne de front sont pris pour cible par les Russes. I really want to pay attention about how fatigued we are on this war. Soldiers, surgeons, officers, so on. All of the people that connect their life with war completely. But it simply doesn't matter because we don't have an ability to rest. No one of us. The only ability to rest is to get wounded in this war, and after it to get a physical rehabilitation. Le 24 février prochain, l'Ukraine entrera dans sa 4e année de guerre. Des travailleurs géorgiens participant à une grève ont été attaqués mercredi dans les rues de Tbilissi. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des individus armés de matraques en train d'agresser des grévistes. Les médias locaux affirment qu'il s'agit de titushkis, un terme utilisé pour désigner des voyous engagés par un gouvernement ou un groupe politique. Plus de 350 entreprises ont participé à cette grève de 3 heures, à l'appel des opposants au parti Rêve géorgien au pouvoir. Les organisateurs affirment que l'initiative avait pour but de mettre en garde le pays contre les conséquences d'un isolement vis-à-vis de l'Europe. Dans le même temps, un ancien Premier ministre géorgien a été violemment agressé mercredi. Une attaque que son parti attribue également au gouvernement de Rêve géorgien. Après près de 3 ans de guerre en Ukraine, la plupart des pays occidentaux ont tourné le dos à la Russie. Cette rupture des relations n'est pas seulement diplomatique. L'Union européenne s'est également en grande partie affranchie de sa dépendance envers le gaz russe. La Pologne, qui depuis le 1er janvier assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, veut aller plus loin. Varsovie veut inciter les États membres à se couper totalement des énergies fossiles russes, le gaz, mais aussi le pétrole. C'est ce qu'a affirmé le ministre polonais des Affaires européennes au micro d'Euronews. Naszym celem powinno być kompletne odcięcie się od dostaw paliw kopalnych z Rosji i dostaw surowców. Z 2 powodów. Po pierwsze, żebyśmy my byli bezpieczniejsi, a po drugie dlatego, że nie możemy finansować reżimu, który dopuszcza się takich okrucieństw. Si la Pologne a un avis tranché sur le sujet, ce n'est pas le cas d'autres pays membres très dépendants du gaz russe comme la Moldavie ou la Slovaquie. Les 2 États ont récemment fait part de leur inquiétude face à la décision de Kiev de suspendre le transit de gaz russe sur son territoire pour approvisionner l'Europe. La Hongrie, qui elle s'approvisionne en gaz russe via Turk Stream, un gazoduc qui traverse la mer Noire, n'est pas impactée par la décision de Kiev, mais Budapest a quand même fait part de son opposition. Pour la Pologne, l'indépendance de l'UE vis-à-vis des énergies russes est surtout et avant tout une question de sécurité. Polska ma tu zdanie jednoznaczne. Wszelkie inicjatywy wspólne, unijne muszą być komplementarne i muszą współpracować w tym zakresie z NATO. NATO jest podstawą naszego bezpieczeństwa. La sécurité du bloc est également au cœur des préoccupations de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Elle estime que dans ce domaine, le rôle de l'UE et de l'OTAN sont complémentaires.
We have complementary roles. I mean, NATO is dealing with the military issues, the military planning for defense. But Europe, we deal with the European defense industry. We deal with European defense as whole, because we also have countries that are not in NATO. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dans quelques jours, l'UE fait face à des défis importants. Le président élu est en opposition sur de nombreux sujets avec le bloc des 27, qui lui-même ne parle pas toujours d'une seule et même voix. Pourtant, le monde est plus que jamais confronté à de nombreux conflits et tensions. La Commission européenne a présenté ce mercredi un plan d'action visant à prévenir et à détecter plus rapidement les cyberattaques. En 2023, 309 incidents de cybersécurité ont été recensés dans des centres de santé de l'UE, ce qui représente un risque croissant tant pour les patients que pour les hôpitaux. Le commissaire européen à la santé estime que les hôpitaux devraient investir dans la cybersécurité autant que dans l'équipement médical. Do not overlook that part. We understand that the healthcare institutions are more focused on organizing the healthcare they provide for the patients. But this is part and parcel of it. Malgré l'impact économique, estimé en moyenne à 300 000 € en cas d'incident majeur, Bruxelles n'a jusqu'à présent prévu aucun soutien financier pour les organismes médicaux. Selon l'Agence européenne de cybersécurité, les risques les plus importants sont le vol des données des patients ou l'interruption des services de santé. Les cyberattaques peuvent avoir un impact sur l'accès aux soins, comme retarder les actes médicaux ou créer des embouteillages dans les salles d'urgence.